Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives. Détectent et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Bonjour Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Eh bien, Pierre-Emmanuel, je vais parler de la tempête Ciarán qui a durement touché la Bretagne et l'ensemble des départements côtiers de la Manche il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. Je la connais bien, cette tempête, elle a détruit l'exploitation maraîchère de mon fils à l'ouest de Quimper. Comment peut-on qualifier son intensité ? Cette tempête fut d'une intensité remarquable, exceptionnelle même sur les départements du Finistère, des Côtes-d'Armor et de la Manche qui avaient été placés en vigilance rouge par Météo France. Pour évaluer l'intensité d'une tempête, Météo France a construit ce qu'on appelle un indice de sévérité. Cet indice tient compte des zones respectives qui ont été concernées par des rafales supérieures ou égales à 100, 120, 140 et 160 km/h. Ainsi, à l'échelle de la Bretagne, Ciarán se situe au deuxième rang des tempêtes les plus sévères, juste devant la tempête Lothar du 26 décembre 99, mais assez loin derrière la tempête du 16 octobre 87, qualifiée à l'époque d'ouragan. Cependant, à l'échelle du Finistère et sur une moitié ouest des Côtes-d'Armor, les valeurs mesurées par les anémomètres sont comparables à celles mesurées en 1987. Alors justement Quentin, peux-tu nous parler des valeurs qui ont été mesurées ? Oui, bien sûr. C'est dans la moitié nord du Finistère et dans l'ouest des Côtes-d'Armor que les valeurs les plus élevées, on pourrait même dire extrêmes, ont été relevées. Tenez-vous bien, on a mesuré 140 à 160 km/h dans les terres et ce de manière généralisée, 170 à 200 km/h sur le littoral et les îles bretonnes. Et des records ont-ils été battus ? Et oui, des records absolus ont bel et bien été battus. On a mesuré 156 km/h à Brest, pour seulement, entre guillemets, 148 en 1987, 158 km/h à Lannion, on a mesuré que 137 km/h en 99, 163 km/h à Landivisiau, assez loin à l'intérieur des terres, 175 km/h sur l'île de Bréa, 195 km/h sur l'île de Bas, et La Palme revient à la Pointe du Raz avec un exceptionnel 207 km/h, mais ce n'est pas un record absolu. En 1987, l'anémomètre avait mesuré 216 km/h. Mais au fait Quentin, peux-tu nous expliquer comment se forment les tempêtes ? Et oui, avec plaisir, une tempête est associée à une dépression dite très creuse, c'est-à-dire où la pression atmosphérique est très basse. Les dépressions qui nous concernent se forment et se développent au-dessus de l'océan Atlantique, au cœur d'une zone de contact entre l'air froid polaire au nord et l'air chaud subtropical au sud. Plus précisément, dans une zone de gradient thermique où la température varie rapidement sur un plan latitudinal, c'est-à-dire nord-sud. Ce gradient thermique est à l'origine de vents très violents qui soufflent en altitude d'ouest en est. C'est le fameux courant jet ou jet stream qui peut d'ailleurs abaisser les temps de trajet d'un avion entre New York et Paris. Pour l'anecdote, ce courant de jet interagit avec la dépression en surface. Plus le gradient thermique nord-sud est important, plus le jet est fort, plus les interactions avec les dépressions de surface sont importantes et plus ces dépressions peuvent générer de véritables tempêtes. En automne et en hiver, en raison de la nuit polaire, le gradient thermique est très marqué, c'est la saison des tempêtes. On entend parfois les médias faire des comparaisons avec les ouragans. Est-ce que c'est justifié ? Mais non, pas vraiment. Même si les marins utilisent ce qu'on appelle l'échelle de Beaufort qui va jusqu'à 12 correspondant au stade ouragan, eh bien en fait au sens météorologique du terme, les ouragans sont des tempêtes dites tropicales. Nos tempêtes sont qualifiées, elles, d'extra-tropicales ou tempêtes des latitudes moyennes. Les ouragans tirent leur énergie des flux d'évaporation des eaux chaudes. Nos tempêtes tirent leur énergie de ce fameux gradient thermique nord-sud. Dit autrement, le moteur des ouragans est océanique, le moteur de nos tempêtes à nous est atmosphérique. Est-ce que le changement climatique a une incidence sur les tempêtes ? Eh bien, oui et non, on pourrait dire. Selon Météo France, on n'observe pas de tendance sur la fréquence et l'intensité des tempêtes ces dernières décennies. Par ailleurs, aucune tendance ne se dégage pour les prochaines décennies sur ces deux critères. Cependant, il est très probable qu'une intensification des précipitations les plus fortes se produise dans le futur. De plus, avec la hausse du niveau marin, on observera très certainement une aggravation des surcôtes et donc des risques de submersion, et ce, pour une même intensité de tempête. C'est plutôt rassurant. Sur certains critères, oui, finalement, ça l'est. Ça prouve que on
on n'a pas forcément toujours des signaux de fréquence et d'intensité sur tous les phénomènes climatiques. Et si on passait à l'action, comment agir dans mon quotidien ? Pierre-Emmanuel, tu vas nous parler de mobilité aujourd'hui, je pense. Oui, Quentin. Et cette semaine, nous allons parler de la mobilité quotidienne. Elle représente 10 000 km par an pour chaque Français, soit 98% du nombre de déplacements et 60% de la distance parcourue, puisqu'effectivement, ce sont des petits trajets. Mode de transport, essentiellement la voiture pour 83%, 11% les transports en commun et seulement 0,9% pour le vélo. Les raisons principales de déplacement, 22% pour le travail, 15% pour les loisirs, 15% pour les visites, 15% pour les achats. Et ces déplacements représentent 14% des gaz à effet de serre. Seulement 0,9% pour le vélo, on voit qu'on a une belle marge de manœuvre. Tout à fait. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? Écoute Quentin, d'abord mieux connaître et profiter du réseau de transport en commun qui dessert ta commune. Ensuite, utiliser le covoiturage pour tes déplacements quotidiens. Il y a de très bonnes applis pour ça. Acheter un petit véhicule électrique, neuf ou d'occasion, pour les trajets courts. Tu peux aussi t'équiper et t'entraîner pour utiliser plus souvent le vélo dans tes déplacements. Avec un vélo électrique, en plus, tu as un périmètre de déplacement qui est nettement supérieur. Tout à fait. Et puis aussi savoir combiner les différents modes de transport. On parle d'intermodalité. Prendre la bonne habitude de marcher pour les trajets courts. Et enfin, privilégier le télétravail quand c'est possible. Donc en fait, des mesures non négligeables avec des co-bénéfices sur la santé qui sont assez évidents finalement. Oui. Et est-ce que je peux retrouver tous ces conseils sur le site internet d'Agir pour tous ? Oui, sur donc agirpourtous.org, dans la rubrique Agir, puis au quotidien, avec de nombreux liens qui te permettent d'approfondir le sujet. Alors Quentin, peux-tu nous parler des prochaines actions collectives d'Agir pour tous ? Oui, avec plaisir. Le jeudi 11 janvier, nous serons au cinéma Le Scénario pour une soirée exceptionnelle en compagnie de Nicolas Legendre qui vient de recevoir le prestigieux prix Albert Londres pour son livre Silence dans les champs. Nous projetterons le film Terre à Terre. Le pitch, 4 étudiants en agronomie et 2 professionnels de l'audiovisuel réalisent un documentaire sur l'agriculture durable. Dans le cadre de l'association Des Terres Minées, ils donnent la parole à des agriculteurs qui se sont écartés de l'agriculture productiviste afin de vivre d'une agriculture à la fois respectueuse de l'environnement, mais aussi des hommes, tout en s'assurant une rentabilité économique. Et qui viendra compléter notre équipe d'animation ? Eh bien, Nicolas Legendre lui-même nous parlera du système agricole breton décrit dans son livre et Amande Gatt présentera sa ferme Les Trognes de Trébeuf et la démarche d'acquisition foncière coopérative Lisière. D'autres actions sont prévues ? Et oui, nous travaillons sur plusieurs actions. Une action de plantation d'arbres dans un premier temps dans plusieurs espaces privés sur le périmètre de Bretagne Porte de Loire Communauté. Une intervention auprès de plusieurs classes sur les enjeux biodiversité et climat dans le centre de formation L'Odima de Bru en janvier. Et bien sûr, la poursuite de notre aventure dans le cadre du budget participatif de Bain de Bretagne. Sur les 3 projets en finale, 2 sont portés par des adhérents ou bénévoles d'Agir pour tous. Le jardin Forêt comestible pour tous, espace de reconnexion avec la nature qui combine développement d'un espace naturel, production alimentaire dans le respect des principes de la permaculture et éducation à l'environnement. L'espace de compostage partagé qui permet de recycler les biodéchets pour les personnes en habitat collectif. Et peut-on rejoindre l'association si on n'est pas de Bain de Bretagne ? Bien sûr, nous avons des adhérents dans toute la région. Tu peux adhérer à l'association directement sur le site internet et rejoindre les patates chaudes. Et si tu n'as pas le temps de t'investir, tu peux faire un don en ligne sécurisé. Agir pour tous est une association d'intérêt général. Elle te permet de déduire 66% de ce don de tes impôts sur le revenu. Et pour les dons, c'est la bonne période. En effet. Au fait, Pierre-Emmanuel, tu reviens de Bruxelles. Comment s'est passé ton séjour ? C'était exceptionnel. L'association Agir pour tous, effectivement, a été sélectionnée pour faire partie du comité de programmation qui sélectionne les projets sur le territoire des Vallons de Vilaine, sollicitant un soutien du fonds Leader pour la période 2023-2027. Ce programme européen est destiné à favoriser le développement des territoires. Et pourquoi ce voyage d'études à Bruxelles ?
L'objectif de ces 3 jours de séminaire de travail était de rencontrer plusieurs professionnels des institutions européennes, donc le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne, le Parlement européen, le Comité des régions et aussi la Maison de la Bretagne Europe, pour mieux comprendre le fonctionnement et plus spécifiquement le principe des fonds leaders. Départ le lundi vers 5h des Vallons en covoiturage pour se retrouver à la gare de Rennes et prendre un train à 6h23 direction Bruxelles. 5 à 6 rendez-vous par jour, dont notamment 2 eurodéputés, Marie-Pierre Védrenne et Irène Tolleret. Puis, train retour le mercredi avec une arrivée à Rennes à 21h30. On était loin d'un voyage d'agrément, même si on a pu visiter un peu la ville en soirée et l'après-midi du mercredi. Au bilan, une meilleure connaissance des institutions, du programme Leader et surtout un groupe gonflé à bloc pour travailler ensemble sur les projets. Je vois que tu t'es pas ennuyé. Est-ce que tu as un contact à nous donner pour solliciter un financement Leader ? Oui, effectivement. Tout porteur de projet peut envoyer un mail sur leader, L-E-A-D-E-R, @vallondevilaine toutattaché.fr ou en téléphonant au 02 99 57 00 75. Eh bien, merci pour l'info. À bientôt, Quentin. Salut Pierre-Emmanuel.